Where do I start? You're going down a very dangerous road. And we ain't been down dangerous roads before. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Ah, à l'hôpital! il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Quand Lumière tourne la manivelle, la grande histoire se joue dans l'accomplissement technique d'un petit appareil de fer et de bois au contour parfait. Robert De Niro face à lui-même dans The Alto Nights, Leila Bekti et Jonathan Cohen dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et les débuts du cinéma dans Lumière, l'aventure continue. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque semaine bien sûr. On va donc débuter avec Robert De Niro dans The Alto Nights de Barry Levinson. L'acteur de légende incarne ici non pas un mais deux rôles dans ce film sur la mafia. Voilà, il est à la fois Frank Costello et Vito Genovese, deux des plus grandes figures de la mafia new-yorkaise, qui, il est vrai, se ressemblaient un petit peu dans la vraie vie. Là, regardez, on a retrouvé ces photos. C'est pas complètement déconnant de les mettre ensemble. Voilà, à l'écran, ça donne ça. Le film raconte comment, en fait, ces deux amis... Alors, à l'écran, ça donne ça, pardon. Oui, regardez De Niro, un peu plus vieilli, un peu plus jeune. Un menton un peu plus en taloche. Voilà, donc le film raconte comment, en fait, ces deux amis partenaires de crime, vont finir par se marcher dessus et les détourner l'un de l'autre. Alors en général, on le sait, dans la mafia, il ne faut pas être l'ennemi de quelqu'un d'autre parce que ça finit mal. Voilà, l'action se passe en grande partie dans les 50s. Regardez. What happens now? I'm gonna retire. I need to find a way to take it all down. It's just you and me. We are our own family. He's up to something. I'm telling you, he's not gonna try anything. Alors Thomas, on l'a compris, une icône doublement devant la caméra, mais on retrouve une autre légende du cinéma, cette fois-ci derrière. Et oui, puisque c'est réalisé en fait par une légende, on peut le dire, c'est Barry Levinson, cinéaste vétéran de 82 ans, qui a signé entre autres Good Morning Vietnam, Rain Man, forcément on avait tous l'affiche de Rain Man dans sa chambre, ou encore Harcèlement. Donc Levinson avait déjà, lui, dirigé Robert De Niro dans un film, c'était en 96, ça s'appelait Sleepers, regardez là, avec sa petite collerette de prêtre. Voilà, reste à savoir si on a encore aujourd'hui véritablement envie de voir un film sur les heures glorieuses et forcément sombres de la mafia. Que De Niro a déjà joué et rejoué. Il a vraiment déjà beaucoup fait, avec un peu tous les clichés afférents. On a l'impression que le film ne joue pas complètement sur ce terrain-là. C'est vrai qu'on le voit peut-être dans cette bande-annonce, mais Robert De Niro avait déjà subi une cure de rajeunissement parce qu'il y a des flashbacks. Numérique, c'était dans The Irishman de Martin Scorsese. Voilà, il en profite ici aussi, pourquoi pas. L'autre question, c'est pourquoi en fait avoir donné à Robert De Niro ces deux rôles? Parce que le film non plus ne capitalise pas là-dessus. Du coup, au bout d'un moment, on voit forcément le procédé comme un nez au milieu de la figure, et on risque de sombrer dans la farce. Or, c'est ce que j'ai dit, Barry Levinson ne joue pas avec ça. Voilà, un autre comédien aurait tout aussi bien pu supporter le face-à-face avec la légende de Niro. Alors on enchaîne avec la comédie dramatique Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott avec Leila Bekti, Jonathan Cohen et donc forcément Thomas, comme le titre l'indique, Sylvie Vartan. Voilà, alors adaptation du roman en fait très autobiographique, publié en 2021 par Roland Pérez. Alors Roland Pérez, c'est un auteur donc, mais aussi un acteur, un avocat et un homme de radio. Il fut notamment longtemps en fait une des figures de la station Europe 1 où il partageait sa connaissance du droit aux auditeurs. Alors Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan en fait se proposent de raconter sa petite enfance où il était couvé par une mère ultra possessive et protectrice, incarnée ici, on l'aura compris, par Leila Bekti. Et en fait, cette femme refuse de voir la malformation à la naissance de son fils, qui a un pied beau, comme un handicap. Elle va tout faire pour corriger ça et permettre à son fils, donc bien aimé, d'avoir une vie ordinaire. Voilà, le bambin, lui par ailleurs, est fan des chansons de Sylvie Vartan. Il va profiter de sa convalescence pour peaufiner ses connaissances sur son idole. Voilà, une idole qui, on l'a dit,
il finira peut-être par rencontrer. Regardez. Roland, ça fait 20 fois que tu la mets celle-là, arrête s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Voilà, une idole qui, on va pas spoiler le film, mais il fera un peu plus que rencontrer. L'histoire est assez incroyable. Est-ce que vous, justement, vous avez été séduit par le film? Pour faire court, on dirait que l'histoire, vous l'avez raison, est assez folle, mais que le film, lui, ne l'est véritablement pas assez. C'est quand même un peu un problème. La réalisation a été confiée à un Canadien, c'est Ken Scott, qui avait signé la comédie qui était plutôt enlevée, Starbuck, en 2011, autour d'un homme qui... Là encore une histoire incroyable, voilà, c'est ça. Se retrouvait le géniteur de près de 500 enfants. Alors c'était de la fiction, c'était pas complètement une histoire vraie. Là, on est vraiment dans l'autobiographie d'une certaine manière. Donc Mamère, Dieu et Sylvie Vartan, on l'a compris, hein, ça se veut le portrait d'une mère courage, dont le trop-plein d'amour et d'ego va finir par devenir trop envahissant, mais reste quand même, d'une certaine manière, assez touchant. Le problème, c'est que le film n'arrive pas à faire grand-chose de tout ça. La mise en scène est très illustrative et le jeu extrêmement caricatural finit par desservir presque les interprètes qui les incarnent. Leila Bekti, hein, qui fait tout pour donner toute l'humanité à son personnage, devient une espèce de caricature de la mère possessive. Et Jonathan Cohen, il faut quand même le dire, est toujours un peu dans le même registre. Et il y a toujours cette même intonation. Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Bon, on change d'époque et de continent, Thomas, avec Aïcha, du Tunisien Mehdi Barsaoui. L'histoire d'une jeune femme impliquée malgré elle dans une bavure policière. Le cinéaste s'est inspiré d'un drame survenu en 2019 en Tunisie. Regardez et on en parle juste après avec Thomas. بابا لاباس ايه سيدي بزز عليك هنا ها سيدي هذا مات الدنيا مقلوبه في الفيسبوك على حكايه كريم انا لازم عندي زوز بوليسيه يخدموا في النوار يدوروا في الزيرو في بواتا ولازم مورتين في جريمه قتل ما تتاكد اللي هو تحرش بيك صح البلاد ما ترحم حد شنو اللي عندك خلطه ليش تك طب نفهم علاش تشوهي في حاجه سبب علاش في شرطك والدماء. Voilà, ce Aïcha, c'est le deuxième long métrage d'un cinéaste qu'on avait déjà repéré, c'est Mehdi Barsaoui. On avait beaucoup aimé son précédent long métrage Un fils, qui, à l'époque, avait valu à Sami Bouajila un César du meilleur acteur. C'était en 2021. Alors, c'est de nouveau à partir, en fait, d'un drame où les liens familiaux ont leur importance. Hein. Cette fois, c'est un récit qui se veut alors extrêmement plus touffu. L'héroïne Aïcha, alors, survit d'abord à un accident de voiture. On la croit morte. Elle décide d'en profiter, en fait, pour refaire sa vie, une vie qu'elle jugeait sans horizon dans la campagne en Tunisie. Elle décide donc d'aller à Tunis sous une fausse identité. Elle va se retrouver mêlée, je dévoile pas grand-chose, mais on le voit dans cette scène dans une boîte de nuit, elle va être liée à une bavure policière qui va faire que sa vie va devenir véritablement un enfer. On a envie de se dire, tous ces retournements dramatiques sont beaucoup pour les seules épaules d'un même personnage. Et c'est vrai que si le film inspiré d'une histoire vraie empêche de remettre en doute les faits, c'est leur équilibre qui fait un peu défaut ici. Il n'empêche, et c'est pas rien, que c'est l'actrice qui est une jeune actrice inconnue, elle s'appelle Fatma Sfar. Elle est absolument démente. Alors vraiment, elle est démente parce qu'on a l'impression qu'elle change à chaque plan. Ses humeurs se lisent sur ses visages. Alors rien que pour ça, le film vaut vraiment la peine d'être vu malgré toutes les réserves que j'ai exprimées. Et à noter que Mehdi Barsaoui est quand même un formidable directeur d'acteurs. C'était déjà le cas dans Un fils, on l'avait dit. Mais là aussi, vraiment, c'est assez incroyable. Donc à voir pour Fatma Sfar. On va suivre aussi le parcours de cette jeune actrice. Et puis on termine en revenant aux origines
origines du cinéma avec le documentaire Lumière, l'aventure continue de Thierry Frémaux. Il nous plonge dans les archives restaurées des frères Lumière, inventeur, Thomas, évidemment, du cinématographe. Voilà, il y a près de 10 ans, avec Lumière, l'aventure continue, formidable documentaire du même Thierry Frémaux, directeur notamment de l'Institut Lumière de Lyon. Et en fait, il profite... Et délégué général du Festival de Cannes, qui arrive bientôt. En fait, il profitait de la restauration des premiers films d'Auguste et Louis Lumière, les inventeurs français du cinématographe, pour réaliser en fait un montage de ces petits, par leur durée évidemment, films dont la puissance poétique et artistique et même documentaire nous sautait au visage. Alors c'est vrai que les voir sur grand écran rendait leur effet et leur beauté complètement prégnante et saisissante. Alors Thierry Frémaux, en voix off, comme ici d'ailleurs, se fendait d'un commentaire très instructif et éclairant, voilà, très didactique sur cette histoire du 7e art en train de naître sous nos yeux. Alors il prolonge l'exercice ici avec une approche toujours aussi sensible et raisonnée, mais qui permet là cette fois de questionner plus en avant en fait la mise en scène et comment ces deux cinéastes en herbe d'une certaine manière étaient visionnaires. On va écouter une spectatrice qui a découvert en avant-première le film et qui est ébahie devant leur pureté, et aussi Thierry Frémaux, l'auteur du film. Écoutez-les. Ils se sont surtout posé des questions de cinéma. Par exemple, où poser la caméra ? Comment traiter un sujet. C'est assez extraordinaire de voir que la caméra est fixe, c'est les personnages qui bougent et tout. Et dans le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment génial. Et puis c'est les origines. Voilà, quand on aime le cinéma, quand on veut même devenir cinéaste, c'est important d'aller voir ce film parce qu'on voit que toute la mise en scène, toutes les vertus de la mise en scène étaient déjà là. Avis aux cinéphiles. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur les magnifiques images restaurées des frères Lumière à retrouver dans le documentaire de Thierry Frémaux, Lumière, l'aventure continue. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Une centaine de vues lumière inédites et restaurées offrent le spectacle intact du monde au début du siècle. Ce retour extraordinaire aux origines du cinéma dit aussi que le voyage ne s'est jamais arrêté et que l'aventure continue. Bienvenue à Téhéran, je suis Siavosh Ghazi, correspondant de France 24. Retrouvez-moi dans nos émissions et nos journaux pour vous raconter toute l'actualité iranienne. Siavosh Ghazi, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde.